Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de la chaîne de référence Antenne A, bonsoir et bienvenue dans cette émission La Diaspora qui reçoit ce soir M. Ivan Payou, conseiller national, syndic engagé et ancien garde frontière à Sainte-Croix. Homme de terrain, il connaît les réalités locales comme les enjeux nationaux. Alors que les débats sur la durabilité et la croissance démographique s'intensifient en Suisse, notamment bien sûr, l'initiative visant à limiter la population à 10 millions d'habitants. Il nous explique pourquoi il soutient cette vision et ce qu'elle implique concrètement pour l'avenir du pays. Donc, nous recevons M. Ivan Payou dans cette émission pour parler, pourquoi pas. Lui, il est en train de soutenir cette initiative, pas les Suisses à 10 millions. Donc, nous lui disons bonjour et bienvenue dans cette émission, M. Ivan Payou. Mais bonjour à vous. Voilà. Et comme je venais de vous présenter tout à l'heure, vous êtes un ancien garde-frontière à Sainte-Croix. C'est là où vous êtes aussi syndic. Est-ce que vous pouvez quand même nous dire, cet parcours d'ancien garde-frontière a-t-il vraiment changé votre vision politique? Oui, ça a changé ma vision politique parce que j'ai été garde-frontière à Genève avant l'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes. Et puis, j'ai vu les conséquences de l'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes. Et les conséquences directes, elles ont été finalement la suppression des contrôles à la frontière. Avant, on avait des frontières gardées quasiment 24 heures sur 24. Tous les postes frontières étaient gardés. Et puis, avec l'entrée en vigueur, on est arrivé à un système open bar. Finalement, Donc vous appelez ça directement open bar. Open bar, parce que l'entrée libre, sortie libre. C'est exactement ça. On est passé de personnel qui était à la frontière, des gardes frontières, à des postes entièrement ouverts, avec des postes qui sont surveillés, enfin des frontières qui sont surveillées sur des centaines de kilomètres, où il n'y a plus qu'une à deux patrouilles la nuit par mois. Donc on voit bien que les frontières ne sont plus gardées, avec les conséquences qui sont que les régions frontalières, elles subissent des cambriolages, elles subissent des attaques au bancomat, la criminalité a augmenté fortement en Suisse. Donc on voit que cette ouverture des frontières, elle a des conséquences sur la vie des citoyennes et des citoyens suisses. Depuis ces temps-là que vous venez d'appeler, qu'il y a maintenant open bar, donc c'est-à-dire il y a beaucoup de conséquences et la Suisse est en train aussi de subir cette conséquence. Mais aujourd'hui, quelle valeur guide votre engagement en tant que conseiller national? Bon, moi je suis profondément attaché à mon pays, à la Suisse, à ses valeurs, à ce qui fait finalement la richesse de notre pays. On a un petit pays, mais on dit aussi petit et joli. Et je pense que je suis attaché à préserver ce qui fait la richesse de cette Suisse. Et je pense que c'est aussi ce que cherchent les Suisses et c'est aussi ce que cherchent les personnes qui viennent s'établir chez nous. Voilà. Qu'est-ce que les gens qui viennent établir en Suisse cherchent en particulier? Ils cherchent une qualité de vie, ils cherchent la sécurité, ils cherchent la tranquillité, ils cherchent la nature aussi, et ils cherchent un pays qui est encore préservé de peut-être tout ce qui se passe ailleurs en Europe. C'est vrai qu'on voit en France, avec la sécurité, les banlieues, les changements culturels, et les gens sont attachés à ces valeurs qui font la force de la Suisse. Est-ce que votre expérience aujourd'hui comme syndic à Sainte-Croix a-t-elle façonné vos priorités? Bon, moi, il y a un engagement vraiment pour la collectivité publique. Je ne me suis pas, depuis tout jeune, je ne me suis pas dit je vais aller siéger au Conseil national ou je vais être le syndic de ma commune. Je me suis engagé parce que pour servir, et j'aime bien ce terme, servir le peuple. Et c'est le fondement de la démocratie suisse. Mais quand vous dites que vous n'avez jamais eu des ambitions de siéger au niveau cantonal, soit au niveau national, qu'est-ce que cela veut dire? Donc vous serez toujours limité à Sainte-Croix?
Non, parce que j'ai gravi tous les échelons. J'ai commencé comme conseiller communal à Sainte-Croix, ensuite j'ai accédé au Grand Conseil vaudois, puis au Conseil national, donc c'est quand même les plus hautes sphères de la Confédération. Et puis dans ma commune, j'ai été toujours fidèle à l'engagement communal, et puis je suis aujourd'hui président et syndic de la ville de Sainte-Croix. Donc j'ai parcouru les échelons, mais sans me dire depuis jeune, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est des choses dans la vie qui font que des portes qui s'ouvrent, et puis il faut servir le citoyen. Aujourd'hui, vous avez quand même un regard, et puis vous pouvez nous dire, en tant que conseiller et syndic à Sainte-Croix, vous avez cette expertise-là. Est-ce que vous pensez que les communes suisses ont certains défis qui doivent vraiment relever? Oui, aujourd'hui, c'est le thème de cette initiative, c'est cette augmentation rapide de la population. C'est vrai qu'en 12 ans, on a augmenté d'1 million de personnes. Et puis, les communes, elles sont confrontées à devoir assumer cette augmentation de la population. Elles doivent reconstruire des nouvelles écoles, elles doivent reconstruire des places de crèche, on doit reconstruire des nouvelles routes, on doit adapter les constructions ferroviaires parce que les trains sont bondés. Et puis, la Suisse est confrontée aujourd'hui à une pénurie de logements. Mais quand vous dites que en quelques années seulement, il y a des millions de personnes qui ont augmenté, selon vous, qu'est-ce que cette augmentation s'est dit à quoi? Il y a beaucoup d'accouchements, je ne sais pas, ça vient d'où? C'est clair, c'était démontré. L'augmentation de la population suisse est due à l'immigration. C'est entre 80 et 100 000 personnes de plus par année en Suisse, avec même un pic en 2023 à 143 000. Ça correspond à la ville de Lausanne. Aujourd'hui, on fait cette interview à Lausanne. C'est chaque année la ville de Lausanne en plus dans un petit pays. Et ça met la Suisse, ça confronte la Suisse finalement à des défis. Donc, cette immigration, c'est une immigration de personnes qui viennent surtout des demandeurs d'asile. Comment vous scindez ça quand vous parlez de l'immigration? C'est l'immigration en toute globalité, ou bien c'est juste une immigration de frontaliers et tout ça? Comment vous définissez? Alors, de l'immigration qu'on a, il y a un mixte. Il y a environ 30 000 demandeurs d'asile. Alors, ça peut être 40 000, mais on va dire 30 000 demandeurs d'asile. Et puis 70 000 immigrés, je dirais, européens et extra-européens. Mais c'est vrai que seulement 5 immigrés sur 10 ont un emploi. Et seulement 1 a un emploi dans un secteur recherché. Ça veut dire que les personnes qu'on accueille, c'est pas tous des travailleurs. Il y a le regroupement familial, il y a l'asile, et tout ça, ça charge le système, je dirais, surtout social. La Suisse fait partie aussi l'un des pays signataires des accords internationaux, je peux dire les droits de l'homme et tout ça, et c'est aussi un pays un pays neutre, devant sa neutralité et les accords que la Suisse a pu signer avec les Nations Unies et tout ça. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, si cette initiative passée, est-ce que la Suisse va ratifier et fera plus partie de ces accords comme on a vu les cas avec Donald Trump aux États-Unis d'Amérique, ou bien comment ça va se passer? Ce sont des questions que les téléspectateurs se posent, beaucoup de gens qui vivent en Suisse aussi se posent. Tout à fait. Donc la Suisse est dépositaire des droits de l'homme, a toujours été un pays humanitaire, on a toujours tendu la main aux pays qui avaient besoin, on a toujours accueilli les réfugiés, on va continuer à le faire. Mais aujourd'hui, ce que demande cette initiative, c'est de réguler. Parce qu'entre 100 000 nouvelles arrivées et les 40 000 que permet l'initiative, et il faut quand même le rappeler, les 40 000 que permet l'initiative, c'est déjà plus que les 30 000 avant l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes. Donc, on a besoin d'immigration en Suisse pour le travail, pour aussi payer l'ABS. Mais il y a le trop et le trop peu. Si je comprends bien, il faudra une immigration choisie, c'est ça? C'est ça. Mais c'est fait, c'est déjà quelque chose qui s'est fait en Suisse. Non, justement pas.
et vous avez raison de dire, il faut la qualité et non la quantité. Et aujourd'hui, on le voit, seulement 5 immigrants sur 10 ont un emploi. Et seulement 1 dans un secteur recherché. Ça veut dire qu'on doit pouvoir immigrer en Suisse avec un emploi, avec un appartement, et surtout sur une période qui est durable. Pas venir en Suisse, travailler 2 ans, et pouvoir bénéficier, je dirais, des prestations sociales sur le reste de sa vie. C'est pour ça qu'il faut une qualité, et je pense que les personnes qui viennent en Suisse, c'est ce qu'elles recherchent aussi. Bon, en tant que journaliste, on a pu, quand on a annoncé qu'on devrait vous recevoir dans cette émission, on a rencontré pas mal des réfugiés établis en Suisse, le demandeur d'asile, qui nous ont dit que ça serait une occasion, comme vous recevez quand même une autorité parmi lesquelles qui soutiennent cette initiative non à 10 millions d'habitants de la Suisse. Ils disent que la majorité quasiment des personnes que nous avions rencontrées qui nous ont dit qu'ils ne veulent pas rester le plus longtemps possible à l'aide sociale, mais sauf que sur le marché d'emploi, ils n'arrivent pas à trouver aussi du boulot. Donc il y en a qu'on a rencontrés, qui sont restés anonymes, qui disent on a fait des formations, nous sommes intégrés, mais il y a quand même l'handicap qui est là. Partout nous postulons, personne ne nous prend parce qu'il y a des chefs des ressources humaines, le directeur qui occupe certaines entreprises et qui favorisent une certaine catégorie des personnes. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est une enquête que nous avons aussi faite. Est-ce que vous avez déjà entendu cela ou bien c'est quelque chose que je vous apprends aujourd'hui? Non, je partage entièrement le constat de ces personnes, de ces requérants d'asile, mais je leur dirais qu'ils ne sont pas seuls. Aujourd'hui, les personnes de plus de 50 ans trouvent difficilement un emploi à plus de 50 ans. Et il y a eu même une nouvelle étude qui dit qu'à partir de 45 ans, on a de la peine à trouver un nouvel emploi. On voit qu'aujourd'hui, les jeunes, il y a plus de 50% d'augmentation de jeunes à l'aide sociale. Ça veut dire que même les jeunes, ils ont de la peine à trouver des emplois. Donc on voit que le marché de l'emploi en Suisse, il commence à se tendre. Et c'est aussi dû à des personnes qui arrivent chaque année en plus en Suisse, et les personnes qui sont déjà établies là, elles ont de la peine à trouver un emploi. C'est pour ça qu'il faut réguler l'immigration qui vient de l'Europe et de l'extra-Europe. D'accord. Nous parlons maintenant de l'initiative, mais pourquoi vous soutenez cette initiative qui vise à limiter la Suisse à 10 millions d'habitants? Parce que vous êtes... pourquoi vous le soutenez? On veut quand même savoir le pourquoi, les comment. Ouais, cette initiative, on l'appelle initiative sur la durabilité. La durabilité, oui. On dit aussi préservons ce que nous aimons. Préservons la Suisse que nous aimons, cette Suisse où il fait bon vivre. Et je pense que les Suisses sont attachés à cette Suisse où il fait bon vivre. D'ailleurs, ils l'ont exprimé en 2014 puisqu'ils ont accepté l'initiative sur l'immigration de masse. Ils ont dit on veut la qualité et non la quantité. Et cette initiative, elle n'a jamais été appliquée. Et on voit que depuis, en 12 ans, il y a toujours une pénurie de main-d'œuvre. Par contre, on a 1 million de plus d'habitants. Et les conséquences, c'est qu'il y a des pénuries de logements, il y a des augmentations de loyers, il y a des transports publics qui sont bondés, des routes qui sont saturées, une augmentation de la criminalité. Et surtout pas oublier, c'est que chaque seconde, il y a 1 mètre carré de surface verte qui disparaît, et tous les 2 jours, une exploitation agricole disparaît sous le béton. Donc je pense qu'il faut préserver ce qui fait l'attractivité de la Suisse, ce qui fait la beauté de notre pays. Donc c'est préservons la Suisse. Selon vous, quel est le risque d'une croissance démographique non maîtrisée? C'est exactement la situation qu'on vit aujourd'hui, avec toutes les conséquences négatives que je viens d'évoquer. Et je pense qu'il faut en revenir à la période avant la Suisse de Schengen, où on pouvait contrôler par des quotas et puis réguler en fonction du marché immobilier et en fonction du marché de l'emploi. Donc, c'est-à-dire le pays Schengen, si par exemple la Suisse a autant de migrés, ils doivent se partager, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Quand vous parlez des quotas. Donc des quotas, c'est comme on avait
comme on avait avant l'entrée en vigueur de Schengen. Il fallait un permis de travail, il fallait un appartement, il fallait un permis de travail aussi lié dans un emploi, dans une filière où il y avait un besoin. Donc c'est vraiment un tout. Voilà, cette initiative est parfois critiquée et comme étant trop restrictive. Que répondez-vous? Parce qu'il y a certaines qui disent que ça ne peut pas passer. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ceux qui disent ça? Non, moi je pense qu'on n'invente pas un nouveau système. On en revient juste à ce qui a fait la force de la Suisse avant l'entrée en vigueur de cet accord. Et puis qu'avec 40 000 nouvelles personnes qui pourront arriver en Suisse, eh ben on pourra toujours combler le besoin en main-d'œuvre. Par contre, on va freiner la pression sur l'immobilier et on va aussi freiner l'augmentation des loyers. Donc ce sera bénéfique pour la qualité de vie en Suisse. Et pour ceux qui vivent déjà en Suisse. Tout à fait. Cette initiative est-elle réaliste dans un monde globalisé, selon vous? Ben, on voit que tous les pays en Europe se posent la même question. Sauf que la Suisse... Il y a d'autres qui m'ont dit, mais comment les gens peuvent-ils penser à limiter la population de 10 millions? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils vont, comment dirais-je, castrer les hommes? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner le médicament pour que les gens ne mettent plus au monde? Donc ça, ce sont des questions. Les gens se posent des questions comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en face quand même de M. Ivan Payou. Donc, parmi les gens qui soutiennent cette initiative, il est mieux placé à nous expliquer comment ça va se faire. Parce que c'est une dinguerie, comme on dit en français. Alors, il y a deux phases dans la mise en œuvre de l'initiative. La première phase, elle concerne uniquement l'asile. Ça veut dire qu'à partir de 9,5 millions d'habitants, le Conseil doit prendre des mesures pour limiter l'entrée des requérants d'asile. Déjà par le biais peut-être du regroupement familial. Puis, dans une deuxième phase, dès qu'on arrivera au seuil des 10 millions, le Conseil fédéral, par voie d'ordonnance, va adapter l'évolution de la population en fonction de divers critères, dont l'économie. C'est pour ça qu'on parle des 40 000 qui pourront toujours arriver en Suisse. Donc, c'est une initiative pragmatique et réaliste qui tient compte des besoins de l'économie, des besoins des infrastructures, mais qui va donner du temps à la Suisse de pouvoir continuer à se développer sans être saturée. Est-ce que je peux aussi rassurer? Oui, vas-y. C'est que toutes les personnes en Suisse qui détiennent un permis B, un permis C, ne sont pas concernées. Parce qu'on parle des nouveaux arrivants. Et mais ceux qui détiennent le permis F. Un permis F est un permis provisoire. Oui. Voilà. Alors eux, ils pourraient être soumis à cette restriction parce qu'ils n'ont pas un permis d'établissement. Mais des personnes qui sont déjà établies ou les permis F qui trouvent un emploi et un logement ne seront pas concernés. Voilà, on parle des nouvelles arrivées. Mais il y a aussi quelque chose, parce que quand vous martelez les problèmes de celles-là qui ont les permis F, ce sont des gens, des fois, qui restent le plus longtemps possible avec ces permis, pendant 30 ans, 25 ans et tout ça. Est-ce que ça, vous ne pensez pas, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Y a-t-il pas moyen, en tant que politique, de chercher à enlever peut-être provisoire? Parce qu'il y a d'autres qui disent, mais dans quelle nomenclature se classe-t-il ces permis? Parce que selon la Convention de Genève de 1951, on a trois types de reconnaissance des réfugiés, statut des réfugiés, nous avons la protection subsidiaire et la protection humanitaire. Mais le permis F, même ceux qui détiennent ça, ils ne savent pas, ça se trouve sur quelle nomenclature, sur quelle logique dans la Convention de Genève. Ils ne savent pas. C'est une bonne question. C'est vraiment le permis F des personnes qui sont admises à titre provisoire. Pourquoi provisoire? Parce qu'elles sont dans l'attente d'une décision de l'asile. Parce que c'est vraiment des personnes qui sont détentrices d'un permis d'asile. Donc, est-ce qu'elles sont considérées comme réfugiées, elles pourront obtenir un permis B, ou elles devront être renvoyées? C'est ces personnes qui sont entre ces deux procédures. Et moi, ça m'étonne vraiment que des personnes aient pendant 30 ans un permis F. Il me semble que... J'ai raconté des gens et...
On annonçait qu'on devrait vous recevoir quand on annonce quand même une figure politique du pays comme ça. Et des fois, on descend pour recueillir certaines informations et savoir comment aussi on peut préparer des questionnaires. Ils ont dit, écoute, moi j'ai un permis F, et ça fait 10 ans, ça fait ceci, ça fait cela. Bon, ils ne savent pas, mais comment... Ah, 10 ans, ouais, 10 ans, 15 mais pas ans, 30. Ouais, oui, même 20, 25, il y en a. Et comment je peux avoir ces permis et une demande d'asile rejetée, non acceptée, mais quand même, ils ont dit, comme les renvois dans mon pays n'est pas accessible, Voilà, et ça. on me donne ces permis provisoirement. C'est ça. Si tu veux... Mais pourquoi pas ne pas seulement dire que non, bon, ça va, on t'accorde le permis, la protection subsidiaire. Parce que moi, j'ai feuilleté, j'ai un pays un peu partout, je parle plus, où il y a cette... voilà, la Convention de Genève, dont la Suisse elle-même est les signataires. Ouais, alors, c'est super intéressant. Donc, c'est des personnes où la demande d'asile a été refusée, qu'elles devraient être renvoyées, mais que le renvoi n'est pas possible. Parce que le renvoi dans le pays n'est pas possible parce que peut-être ce pays-là n'accepte pas ses ressortissants. Oui. Et si on dit aujourd'hui, alors on régularise ces personnes qui devraient être renvoyées, alors ça fait l'appel d'air pour tous les mêmes ressortissants de ce pays qui se disent « Oh, mais tu peux aller en Suisse. De toute façon, comme ils ne peuvent pas nous renvoyer, ils vont t'octroyer le permis B. » Donc c'est pour ça que ça s'appelle l'appel d'air. Et c'est pour ça que tu dois rester strict là-dessus. Donc, comme vous ne voulez pas que ça soit comme ça, sinon il y a les appels qui vont commencer à venir de partout. Oui. Et non, venez parce que nous, on nous reçoit sans problème. Mais, oui, vous avez compris, hein? Mais la réalité, vous avez compris tout, hein? Mais donc, la réalité, c'est ça. Donc, oui. Donc il faut coincer, il faut vraiment coincer jusqu'à la moelle épinière pour que les appels ne puissent pas passer partout. Non, c'est intéressant. Mais la loi est... Tu obtiens l'asile, oui. Tu peux résider en Suisse. Tu n'obtiens pas l'asile, non, tu dois être renvoyé. Mais si le renvoi n'est pas possible, c'est là que se posent ces situations-là. Et c'est là que si tu dis, oh, on les régularise, ben c'est clair que les citoyens de ce pays-là, parce que la diaspora, elle fonctionne assez bien, vont dire, oh, mais vas-y, de toute façon, ils vont t'octroyer l'asile. Ça veut dire qu'on régulariserait des personnes qui ne pourraient pas obtenir l'asile. Et là, on a un problème légal. Ouais. C'est une question d'application des lois. Tout à fait, vous avez vraiment raison. Mais aujourd'hui, en quoi la limitation de la population contribue-t-elle à la durabilité? La durabilité, je l'ai évoqué avant. Hein. Chaque seconde, c'est quasiment 1 mètre carré qui est bétonné. C'est tous les 2 jours une exploitation agricole qui disparaît sous le béton. C'est la perte de la biodiversité. C'est aussi en termes de ressources, en termes d'eau. Sans le bétonnage aussi, ceux qui travaillent dans ces secteurs-là, ils n'auront pas aussi du boulot. Donc ils vont fermer. Ça, on est d'accord. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas la construction, c'est-à-dire les ingénieurs qui construisent, qui font les plans, qui font les plans, ils seront au chômage. Aujourd'hui, c'est hyper intéressant parce que les immigrés construisent des routes pour les immigrés. Oh là là. On a des soignants qui soignent ceux qui arrivent. Parce que pour 100 000 personnes, il faut 2560 soignants. Donc chaque année, on a besoin de soignants supplémentaires pour soigner les personnes qui arrivent. C'est pour ça qu'on appelle l'effet de la spirale. C'est parce qu'on va toujours plus en avant et on a toujours besoin de plus de monde pour s'occuper des personnes qu'on reçoit. Et en termes de durabilité, à l'horizon 2050, il faudra 45% d'électricité en plus. Parce qu'on a une évolution de la démographie. On a besoin davantage d'eau, on aura besoin davantage de nourriture. Et le pays, il est toujours plus petit. En termes de surface agricole, en termes de capacité à fournir de ces ressources qui sont vitales finalement. La Suisse, M. Ivan, fait-elle assez aujourd'hui en matière de développement durable? Oui, aujourd'hui la Suisse est un des pays qui par rapport à l'habitant, a fait beaucoup d'efforts en termes de durabilité, en termes d'assainissement des bâtiments, en termes d'électrification. Voilà, donc on fait beaucoup. Ça coûte aux citoyens, mais je pense qu'on a un pays qui avons, on guillemets, encore les moyens de le faire. Donc oui, la Suisse est un exemple. Est-ce qu'il y a-t-il aussi certains secteurs qui doivent être prioritaires en matière de durabilité?
des secteurs qui doivent être... voilà, chaque secteur doit contribuer en matière de durabilité. Je pense aussi aux bâtiments, à l'efficience des bâtiments en termes de chauffage. Donc oui, c'est vraiment un tout. Alors, aujourd'hui, tant que syndic conseiller national, quelle campagne que vous devriez mener pour que cela ne puisse pas créer vraiment la division au sein de la population par rapport à cette initiative? J'ai trouvé hyper intéressant parce que j'ai rencontré des immigrés qui m'ont dit « Ah, mais nous, on soutient votre initiative parce que nous, on est là qu'on a rencontré, ils nous disent ça, ils disent... On est venu en Suisse pour travailler, mais on n'arrive pas à travailler. Et on n'arrive pas à travailler, et on accueille toujours plus de monde, et nous, on ne trouve pas de travail. Et ça, on doit... Ça, c'est sûr. Ça, c'est important. Et moi, j'ai... C'est ça. Ils sont pour cette et moi, je trouve intéressant que ce soit des immigrés qui le disent, que ce soit pas seulement le Suisse, c'est parce qu'ils sont aussi confrontés à cette augmentation massive de la population. Mais une chose aussi, si vous allez dans des EMS et tout ça, mais bon, il y a quasiment plus, je peux dire, les étrangers, les Africains, les Portugais et tout ça, qui s'occupent de nos aînés. Bon, par contre, et quand je les ai rencontrés, ils ont dit, mais si aujourd'hui cette initiative passait, et ces aînés, qui va s'en occuper? Ça aussi, c'est aussi quelque chose, je ne sais pas si vous êtes en train de penser par rapport à ça. Est-ce que l'initiative pourra, parce que l'initiative va mettre fin peut-être à tous ceux-là qui viennent travailler ici en Suisse, les étrangers, comment on les appelle, les frontaliers et tout ça, mais ça sera un arrêt total. Non, justement. Parce que quasiment dans des EMS, c'est santé qui viennent travailler ici. Justement, ce n'est pas un arrêt total, puisqu'on permet 40 000 nouvelles entrées par année. Et ces 40 000, seront focalisés, formés. Oui, justement, on va accueillir uniquement des personnes formées et par secteur. Par secteur. Ou soit et on ne va pas accueillir, parce que les 40 000, pour se faire soigner, on aura besoin peut-être plus que 1000 soignants et plus de 1500. Donc les personnes qui sont actives dans les soins, si on reste dans les soins, au lieu qu'elles soignent des personnes à Lausanne, elles pourront soigner des personnes dans les EMS. C'est pour ça qu'il faut vraiment accueillir des personnes ciblées par secteur en fonction des besoins de l'économie. Mais pourquoi pas aussi peut-être ceux qui sont ici de l'asile, les orienter par secteur aussi, ceux qui sont par exemple ceux qui sont acceptés par la Confédération, par l'ESM, ceux qui vivent avec de permis F par exemple. Ouais. Les orienter dans des secteurs comme ça, et ça pourra quand même combler. Voilà, ça entièrement d'accord. C'est une idée, hein. Mais ça, on essaye tous les jours de notre activité de favoriser l'emploi des personnes qui sont en Suisse. Et ça c'est extrêmement intéressant ce que vous dites. On doit trouver un emploi pour les personnes qui sont là. Mais ces personnes-là, elles sont menacées par les personnes qui arrivent. Voyez. Certaines craignent un manque de main-d'œuvre. Si cette initiative passait, comment vous répondez par rapport à ça? Juste qu'en 12 ans, la pénurie de main-d'œuvre s'est aggravée. Pourtant, on a accueilli 1 million de personnes en plus. Donc, on voit bien que ce n'est pas en augmentant l'immigration qu'on résout le problème de main-d'œuvre. Voilà, vous comprenez, nous sommes en face d'un politicien. Oh là 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 là. Mais vous ne voyez pas que cette initiative aura de l'impact sur les entreprises suisses? Non, parce qu'il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires et puis le bénéfice. Je pense que oui, il faut augmenter notre croissance économique, mais pas non plus au détriment de la population. Et aujourd'hui, la population, elle souffre de ne pas trouver d'appartement, elle souffre d'augmentation des loyers, elle souffre des bouchons sur les routes pour se rendre sur leur lieu de travail, elle souffre de la criminalité. Donc voilà, il faut prendre dans un ensemble.
Est-ce que peut-on maintenir le niveau de vie actuel avec une croissance limitée? Oui, tout à fait. Comment? Ben justement, par la qualité et non la quantité. Et à nouveau, augmenter le chiffre d'affaires sans avoir du bénéfice à la fin, ça ne vaut pas la peine. Quel rôle pour l'innovation dans ce contexte? L'innovation, elle n'est pas touchée.